thèse qui est pratiquement à la fin, non? Vous allez me Okay. Sur l'influence des réseaux sociaux et des médias traditionnels sur la société, avec l'exemple donc du traitement de l'information sur le Moyen-Orient. Voilà. Okay, merci. Bonjour. Donc déjà merci beaucoup à tout le monde pour m'avoir invité pour participer aujourd'hui. Merci d'avoir venu assister aussi. Donc peut-être je commencerai du début qui est en fait que peut-être quelque chose qui est normal, c'est que mon sujet a changé un petit peu de ce que vous venez de présenter. Donc en fait, aujourd'hui, le titre, c'est l'évolution des informations internationales dans un monde interconnecté. Et en fait, c'est une investigation sur le traitement d'informations dans le contexte du printemps arabe. Donc aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est vous donner une idée, en fait, vous montrer ce que je fais jusqu'à maintenant et après expliquer ce qui reste à faire pour que vous ayez la même idée, que vous compreniez bien mon sujet et la façon que je prie pour le faire. Donc je voulais commencer en fait avec ce titre, donc la Tunisie, monde de vendeurs ambulants qui s'était immolé par le feu acide et glucide. Donc je pense que tout le monde connaît bien cet événement. Donc je ne vais pas tout dire, mais je vais vous donner mes observations pendant ma recherche. Donc mes observations sont qu'il a fallu attendre plus de 2 semaines pour que le geste de désespoir de Bouazizi figure au titre de la presse internationale. Par contre, pendant ce temps-là, la communication par les citoyens, donc les citoyens en Tunisie, ne s'est pas arrêtée. Il y avait toujours une communication qui a continué, ça n'a pas arrêté. Par contre, la presse internationale a pris à peu près 2 semaines pour réagir, pour montrer au monde qu'est-ce que c'est arrivé. Et donc, la question, c'est pourquoi? Comment ils ont traité cette information? Et en fait, c'est comme ça que ma curiosité, en fait, a commencé. Okay. Donc, du réseau social communautaire aux réseaux sociaux numériques. Donc, je sais qu'on a entendu les mots médias sociaux, réseaux sociaux, aussi numériques, aussi beaucoup. Et en fait, pour moi, c'est que ce que j'aime voir avec ces deux différents termes, c'est que le média social, en fait, c'est la plateforme qu'on utilise pour pouvoir communiquer avec notre réseau social. Donc, on cartographie notre réseau social, ou si vous voulez, notre réseau social communautaire sur Internet, sur les plateformes qui s'appellent les médias sociaux. Okay? Et donc, c'est ce qu'on a vu avec la Tunisie. Donc, c'est juste un des exemples dans le printemps arabe. Donc, juste pour voir un peu les dates, donc le 17 décembre 2010, quelques heures après que Bouazizi a été tenté de simuler devant un bâtiment gouvernemental, une manifestation a eu lieu devant ce même bâtiment. Donc, ça veut dire que la communauté a parlé entre eux. Ils ont entendu qu'il y avait quelque chose. Donc, ce n'était pas la presse internationale, c'était la communauté. Okay? Donc, ce même jour, le cousin de Bouazizi filme cette première manifestation et la diffuse sur Internet pour encourager d'autres manifestations. Donc là, on voit l'introduction de notre médium. Et le 14 janvier, on a la chute du dictateur Ben Ali. Donc ça, c'est bien du Castel. Donc, juste pour montrer les différents médiums qui ont été utilisés donc, entre le 17 décembre et le 14 janvier. Donc, la communication entre les peuples tunisiens était hybride, dans le sens où on avait le bouche à l'oreille, on avait les messages privés sur les smartphones, on avait donc en fait les peuples qui parlaient entre eux. Okay? Après ça, on avait les débats publics. Donc ça aussi, en fait, c'est un autre médium. Donc dans des temps sur la place du gouvernement en Tunisie. On avait aussi des affiches. Donc ça, c'est aussi un autre médium. Donc des affiches qui étaient dans plusieurs langues. Donc en arabe, en français, en anglais.
pour que tout le monde comprenne, okay? Pas seulement les Tunisiens. Et ces débats étaient filmés et diffusés sur les différents réseaux sociaux numériques, comme YouTube, comme Facebook, comme Twitter. Okay? Et en plus de tout ça, les citoyens ont aussi trouvé un allié en Al Jazeera, donc une presse internationale, qui a facilité la publication et la diffusion des informations en créant des différents logiciels pour faciliter la publication des vidéos sur Internet. Donc ça aussi, ça vient de Castel. En fait, ça c'était juste pour vous montrer qu'en fait, on avait des différents médiums qui étaient utilisés, donc multimédia, si vous voulez. Donc quelques questions. La Tunisie, juste un des pays arabes touchés par le printemps arabe, a utilisé au moins 4 médias de communication. Donc mes questions sont, quelles étaient la provenance des informations et les procédures de sélection de ces informations par les médias présents pendant le printemps arabe? Donc quand je dis par les médias, je ne parle pas seulement du média international. Je parle de tout le monde qui fait partie de cette sélection de l'information. Quelles étaient les procédures de production des informations par les médias pendant le printemps arabe? Comment les informations du printemps arabe étaient-elles diffusées par les médias? Comment évaluer le journalisme international avec le Web 2.0? Donc en fait, on va pouvoir répondre à cette question en répondant aux premières questions peut-être. Et finalement, comment sont les défis rencontrés par le journalisme international depuis le Web 2.0 et comment révéler ces défis? Donc, notre hypothèse est que le traitement de l'information est prédéterminé par quelques facteurs. Et ces facteurs sont en évolution constante. Parce que ces facteurs ne sont pas statiques, l'information, la perception de l'information et aussi le traitement de l'information sont en évolution. Donc ça, c'est notre hypothèse. Donc pour le titre, juste pour vous rappeler du titre, donc l'évolution des informations internationales dans un monde interconnecté, c'est une investigation sur le traitement d'informations dans le contexte du printemps arabe. Le titre en anglais, The Evolution of International News in an Interconnected World, an Investigation on News Processes Within the Context of the Arab Spring. Donc le mot-clé ici, c'est l'évolution. Okay? L'évolution, c'est important parce qu'avec ce mot, on a essayé de le mettre en fait dans le titre parce que nous allons pouvoir étudier, l'évolution des informations pendant une période de temps, donc, qui est le printemps arabe en fait, donc 2011-2013, l'évolution dans le traitement des informations, donc comment a-t-il évolué, et l'évolution dans notre perception des informations aussi. Parce que nous allons voir que ce n'est pas juste important pour nous en tant que l'audience, comment on perçoit l'information, mais aussi le journaliste. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc les objectifs sont de construire et développer un schéma de l'information internationale dans le contexte du printemps arabe, qui va peut-être aussi être utilisé comme un exemple pour d'autres contextes aussi. Aussi de montrer le rôle des médias professionnels, les différents médias et l'audience. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment toucher à, c'est l'audience aussi. Et inclure la co-construction de l'information dans ce schéma aussi. Donc, on va regarder par rapport à ces objectifs l'énonciation des informations, l'évolution en termes de style et forme, les similarités dans les événements classés printemps arabe. Pourquoi est-il classé printemps arabe? Sont-ils classés printemps arabe? La présentation du printemps arabe sur les réseaux sociaux numériques, la durée du cycle de l'information pendant le printemps arabe, ça veut dire combien de temps a-t-il pris pour être remarqué, ou peut-être pas seulement être remarqué, mais être accepté par les médias d'information pour dire oui, on va présenter cette information, et la durée. Donc, ça veut dire la durée de vie, donc combien de temps a-t-il resté sur les informations. Et finalement, les conséquences de la co-construction et du contenu généré par les utilisateurs, le User-Generated Content. Donc, ce sont nos objectifs. Donc, je voulais mettre, en fait, je voulais vous présenter aussi des justifications pour cette recherche. Donc,
je trouve que c'est très très important parce que les médias ont le pouvoir de faire plusieurs choses. Donc, c'est interpréter le rôle historique des nations occidentales dans le monde et vice-versa. Mais aussi de définir le rôle aujourd'hui des nations occidentales dans le monde et vice-versa aussi. Les médias aussi, ils ont le pouvoir de donner une bonne ou mauvaise interprétation de soi ou de l'autre. Et finalement, les médias ont le pouvoir d'introduire des idéologies positives ou négatives dans une société. Et pour toutes ces raisons, je trouve que c'est important de faire cette recherche. Il y a aussi quelques sentiments des citoyens que j'ai pu récupérer des différentes études qui ont été faites, qui montrent que le pouvoir du média, donc quand je dis média, je ne parle pas seulement du média professionnel, mais de tout le monde qui a le pouvoir d'utiliser un médium aujourd'hui, qui montre qu'en fait, on est tous influencés. Donc, par exemple, 66% des Français jugent que les informations sur la guerre Algérie-France étaient incomplètes. 63% des Français jugent que les soulèvements arabes sont un progrès pour la démocratie. Donc, ça a été fait en 2011. Aux USA, 49% des musulmans se considèrent comme musulmans avant d'être américains. Et aussi, 42% des chrétiens se considèrent comme chrétiens avant d'être américains. 60% des Français pensent que le racisme a augmenté en France. Ça, c'est en 2013. Donc, cette thèse se propose d'offrir une nouvelle méthodologie à partager avec le monde académique, une découverte de la recherche manquante dans le domaine de l'information internationale, des connaissances sur le traitement de l'information, surtout dans le contexte du printemps arabe, et finalement des préconisations dans le traitement de l'information internationale. Donc, juste pour vous montrer donc, la construction de mon corpus, comment ça a été fait. Donc, en fait, j'ai commencé en novembre 2013. On peut dire qu'il y a des gens qui appellent ça l'hiver arabe. Donc, c'était juste après le printemps arabe. Donc là, en fait, j'ai sélectionné le thème de recherche qui était le printemps arabe. Parce qu'au début, je choisissais le Moyen-Orient, mais je n'étais pas très sûre quel sujet, quels événements. Et donc, j'ai décidé le printemps arabe. Et donc, j'ai commencé à sélectionner, à écrire des événements les plus marquants du printemps arabe. Donc, je n'ai pas décidé de choisir, par exemple, un événement par pays. Non. J'ai décidé de choisir vraiment les éléments le plus marquants, okay, du printemps arabe. Donc, après, j'ai aussi décidé de sélectionner la forme des informations. Et donc, j'ai décidé que je me concentrais sur des vidéos plus d'études. Okay. Et finalement, donc après avoir décidé les événements et la sélection de la forme des informations, j'ai commencé à sélectionner des vidéos et les tweets que je voulais en utilisant, en fait, en regardant Twitter, mais aussi en regardant Al Jazeera, France 24, Press TV et Euronews sur YouTube. Okay. Donc en fait, au lieu de regarder sur le site internet de Al Jazeera et France 24 et Press TV et Euronews, j'ai décidé que en fait, je me rends sur YouTube et je vais regarder ce qu'ils ont décidé de publier sur ces plateformes. J'ai fait ces décisions parce que en fait, on sait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui commencent à regarder des informations sur Internet et je voulais vraiment voir cette partie-là. Une autre raison, c'est parce qu'on peut voir les réactions de personnes sur YouTube. Donc on peut voir les commentaires par exemple. On peut voir combien de personnes aiment en reportage ou n'aiment pas en reportage. On peut voir combien de personnes décident de partager une information aussi. Et on peut comparer ça aussi avec les tweets, okay, sur Twitter. Okay.
qui sont là, écrits par des différentes personnes, pas seulement par la presse professionnelle, mais aussi par chaque individuel, par les citoyens. Et donc, j'ai décidé aussi, j'ai décidé d'utiliser des reportages, des titres, des interviews de moins de 6 minutes. Donc, je ne voulais pas me concentrer sur des vidéos qui étaient trop longues. J'ai fait une transcription manuelle des vidéos téléchargées sur Word et sur Notepad. Pourquoi manuel et pourquoi je n'ai pas utilisé des logiciels? Parce que j'ai essayé d'utiliser les logiciels et je trouvais que c'était beaucoup plus difficile comme ça. Il y avait beaucoup d'erreurs et finalement je trouvais en plus que je peux même apprendre plus en écrivant moi-même. Donc j'ai créé un répertoire pour chaque chaîne, pour chaque événement, pour chaque date, pour chaque vidéo. Donc tout était bien mis dans le répertoire. Une autre chose, un autre logiciel que j'ai utilisé, ça s'appelle Follow the Hashtag. Et en fait, c'est une entreprise en Espagne qui offre aux doctorants la possibilité de tirer des tweets sur Twitter, en utilisant des hashtags spécifiques. Okay? Donc en plus, ça fait l'analyse pour nous, donc on n'a même pas besoin de faire l'analyse nous-mêmes. Donc c'est très très intéressant comme logiciel. Et finalement, j'ai décidé aussi de faire des entretiens avec des professionnels de médias internationaux. Donc au début, ce n'était pas prévu, et à la fin de mes études, j'ai découvert que ça peut être intéressant, et je commençais à avoir des retours des médias internationaux, donc pourquoi pas, je dis. Donc ça, ce sont les événements du printemps arabe sélectionnés pour constituer le corpus. Donc comme vous pouvez voir, en fait, ce n'est pas juste, c'est pas par exemple deux par pays. En fait, c'est des choses qui sont le plus marquant des années, des événements les plus marquants des années du printemps arabe. Ça, c'est juste en fait pour vous montrer mon corpus, en fait, comment j'ai élaboré mon corpus pour pouvoir voir, en fait, donc, comme vous pouvez voir dans le dossier, comment c'est bien marqué avec les dates, avec le titre. Dans la transcription, vous pouvez voir qu'en fait, pour la transcription, j'ai pu faire en fait un modèle que j'ai utilisé pour chaque transcription. Donc, par exemple, tout ce qui a été dit, mais aussi le nombre de minutes, l'URL, le titre, d'autres titres qui ont été ajoutés, tous ces types d'informations, mais aussi des statistiques. Donc, par exemple, combien de temps ça a pris pour être quelque chose qui a été bien partagé ou bien vu par les utilisateurs sur Internet aussi. Et finalement, j'ai transféré toutes ces informations sur Access et Excel pour pouvoir bien faire des analyses. Okay. Donc, j'ai quelques informations recueillies que j'ai décidé de vous montrer aussi. Donc, par exemple, le nombre de vidéos par chaîne. Donc, on peut voir qu'en fait, j'ai eu 252 vidéos. Et en fait, donc la plupart de ces vidéos sont du Euronews. Par pays, en fait. Donc là, on peut voir que l'Égypte a eu le plus nombre de vidéos dans mon étude. Là, ici, on peut voir aussi le nombre de vidéos par chaîne. Donc, on peut voir, là, par exemple, Euronews a le plus pour l'Égypte, par exemple. Pour le Syrie, on a Al Jazeera English. Pour l'Arabie Saoudite, on peut voir aussi Euronews et Al Jazeera. Le type de reportage. Donc en fait, on avait plutôt des reportages, donc en fait avec un reporter sur place. On pouvait aussi voir si les journalistes étaient présents dans les informations ou pas. On pouvait voir aussi dans les images qui ont été montrées par les chaînes
s'il y avait la mort qui a été montrée, est-ce qu'il y avait la destruction qui a été montrée, est-ce qu'il y avait la militaire, donc ces types de l'information en fait, on a pu récupérer vraiment beaucoup d'informations. On a regardé aussi combien de chaînes, le pourcentage d'interviews par chaîne, okay. Le nombre de j'aime pour une chaîne sur YouTube. Et finalement, en fait, j'ai aussi décidé de mettre toutes ces informations sur un logiciel qui s'appelle AntConc. C'est un logiciel gratuit qui nous laisse regarder, analyser la partie linguistique du corpus. Donc il fallait en fait, donc encore j'utilisais le Ground Theory pour cette méthode. Donc au lieu de dire je veux regarder quelques mots en spécifique, j'ai décidé de regarder ce qu'il existe déjà et de faire des analyses à partir de ces mots qui existent. Et je dois dire que c'est un très très gros travail. Moi j'avais beaucoup insisté sur ce corpus. Pourquoi? Ben parce que pour faire un travail vraiment d'analyse et pour apporter quelque chose, en fait, il faut avoir des objets solides auxquels tout le monde peut se référer et qu'on peut partager. Donc il y a eu un gros travail d'objectivation du corpus, c'est-à-dire qu'il ne s'agit en aucune manière de travailler sur des objets flous ou des objets interprétés, mais il fallait construire des objets à partir desquels on peut essayer de les objectiver, c'est-à-dire de permettre à tout le monde, quelle que soit ses prises de position ultérieures, de pouvoir travailler sur des objets fiables. Donc ça a demandé un très gros travail et les méthodes et les techniques mises en jeu me paraissent assez probantes. Bon, c'est pour ça qu'elle parlait au départ de modèles qui peut servir à d'autres études et je pense que c'est important. Il y a quelques années, enfin il y a assez longtemps, moi-même j'avais fait un travail sur la construction de corpus. Il se trouve que quand Suzy a présenté son sujet, il y avait aussi un autre corpus à traiter. Bon. Mon corpus était sur un corpus, c'était un corpus oral. Donc, qui a nécessité une méthode de transcription, la mise en œuvre aussi d'outils de transcription, une technique de traduction qui a été évaluée par différentes écoles, aussi bien de la sociologie, de la linguistique, de la communication, etc. Et effectivement, le travail que proposait Suzy demandait aussi qu'il y ait un gros effort qui soit fait sur la construction du corpus. Bon, je pense que là, elle a un corpus assez solide. D'ailleurs, vous avez vu, bon, à partir de cet outil qu'elle a mis en place, là, le travail qu'elle va faire lui apparaît presque évident. Donc, elle voit à peu près, c'est tout simplement un travail sur les données. On parle beaucoup de Big Data aujourd'hui, de l'organisation des données. Eh bien, c'est cet effort, enfin, à travers cette thèse-là, c'est un peu cet effort de construction des données pour pouvoir en tirer plus facilement de l'information qui a été fait. C'est l'objet de notre axe au sein du NICA, axe information et connaissance, comment donc collecter, structurer les données pour qu'on puisse en tirer le maximum d'informations. Oui, je sais que le directeur est là, mais bon, on va laisser un petit peu la doctorante répondre à quelques questions. Moi, je voulais, si tu me permets, je voulais juste effectivement féliciter
Suzy, pour le travail qui a été accompli. On sent vraiment l'évolution. Et là, c'est une masse de données importante que vous avez dû analyser. 252 vidéos, il faut le faire, et puis de façon manuelle. Je me demande comment est-ce que vous avez réussi à analyser 252 vidéos de façon manuelle. Là, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Mais bon, vous êtes plus spécialiste de ces questions-là que moi. Vous avez toutes les techniques appropriées, mais ce n'est pas là ma question en fait. Ma question, c'est surtout au niveau du cadre théorique. Alors, vous avez fait votre cadre théorique à partir d'un premier concept, qui est le concept de communication. Et je me demandais pourquoi est-ce que vous vous appuyez sur la communication alors que votre travail porte davantage sur l'information et la circulation de l'information internationale. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Vous aurez pu facilement uniquement vous focaliser sur l'information et développer. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Et en plus, quand vous développez votre cadre théorique sur la communication, que vous présentez les écoles de communication, vous n'en trouvez que 2. C'est assez réducteur quand même, parce qu'il y a beaucoup d'écoles en termes de communication, il y a beaucoup de théories, de visions qui ont été développées. Donc opposer uniquement ces 2 écoles, si je comprends bien, c'est surtout l'école déterministe que vous opposez un petit peu à quelque chose qui serait un petit peu comme un peu plus critique. Mais il n'y a pas que ça, il y a des évolutions. Il y avait peut-être autre chose à voir. Et puis, alors, votre cadre théorique, vous oscillez entre les 2. Matt Luhan, c'est vrai que c'est intéressant, mais on sait quand même que dans notre discipline, Matt Luhan est beaucoup plus décrié qu'autre chose. Donc, bon, de toutes les façons, même si vous citez ces 2 écoles, après, il faut arriver à vous positionner. Qu'est-ce que vous gardez dans tout ça? Parce qu'il ne s'agit pas de citer des auteurs et de les poser, et de les opposer, mais après il faut se positionner en fait. C'est ça, c'est ce choix-là qui manque un petit peu, qu'il convient à mon avis de faire. Après, bon, il y a peut-être aussi un travail conceptuel qui, vous l'avez peut-être fait dans votre rédaction, après information internationale. Qu'est-ce que l'information internationale? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça qui m'ont un petit peu... vous parlez par exemple de réseaux sociaux communautaires et réseaux sociaux numériques. Vous faites je n'ai pas entendu vraiment la nuance entre les 2, la différence entre les 2. Alors c'est quelque chose d'assez fondamental dans votre travail. Donc si, pour me résumer un petit peu mes questions, donc il y a une question conceptuelle. Qu'est-ce que vous entendez par l'information nationale? 2 questions conceptuelles. Qu'est-ce que vous entendez par l'information internationale? Deuxième question, quelle différence vous faites entre, qu'est-ce que vous appelez réseaux sociaux communautaires et réseaux sociaux numériques? Voilà, quelle est la différence? Et enfin, au niveau théorique, quelle est votre positionnement? C'est-à-dire sur quel courant de pensée vous vous appuyez pour développer votre thèse, pour argumenter, pour soutenir votre argumentation. Merci pour vos commentaires. Je vais commencer avec les réseaux sociaux communautaires et numériques. En fait, peut-être je n'ai pas bien expliqué que les réseaux sociaux numériques, ce sont les réseaux sociaux physiques qu'on a dans la ville, qu'on a dans nos villages, qu'on a à l'université, qu'on a au travail. Les réseaux sociaux communautaires. Okay. Et ça existait depuis très longtemps. On avait toujours des réseaux sociaux, on faisait toujours partie d'un réseau social communautaire. Donc soit à l'université, soit au travail, comme je dis. Par contre, ce que j'essaie de dire avec les réseaux sociaux numériques, c'est que notre réseau social, qui est notre réseau communautaire, est cartographié sur les réseaux sociaux numériques. Mais aujourd'hui, ça commence à être même plus grand. C'est comme ça que je le vois moi, en fait.
peut-être, vous allez me dire si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est comme ça que je le vois. En fait, je vois que notre réseau social est cartographié sur Internet. Et en plus, c'est même plus grand sur Internet parce qu'on peut ajouter des différentes personnes, des différents communautaires. C'est comme ça que je le vois en fait. D'accord. Donc vous partez du fait qu'un réseau social numérique ne peut pas être communautaire. Ça peut être représenté, une représentation de ce qui est communautaire. Oui, ça peut être créé sur Internet aussi, oui. D'accord. Bon, je pense que il faudrait peut-être creuser davantage cette question-là et être un petit peu plus précis là-dessus. Parce que tel que c'est présenté, c'est comme s'il y avait une évolution ou une opposition entre les deux. Mais d'accord, oui, je vois ce que vous dites. D'accord.